Bonsoir Maureen. Tout simplement, la première question, on vient de voir ces images des militaires, des avocats, des anonymes à Sidi Bouzid. Plus globalement, dans la capitale et en Tunisie, comment commémore-t-on cette date ? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée tout sauf festive, autant vous le dire tout de suite. C'est même une journée franchement triste. Cet anniversaire, il laisse un arrière-goût très amer, celui d'une révolution inachevée. Un Tunisien me disait tout à l'heure, mais quelle révolution pour nous? On n'a pas eu de révolution. Il faut toujours avoir en tête qu'en 2010, les Tunisiens se sont d'abord et avant tout mobilisés pour essayer de faire bouger les choses d'un point de vue économique. Les indicateurs à ce moment-là étaient tous au rouge. Là maintenant, ils sont tout simplement au rouge vif. Tout s'est absolument dégradé. C'est véritablement une journée triste, très calme ici à Tunis. Vous l'avez dit, on a vu ces images à Sidi Bouzid. Si les gens se sont mobilisés, c'est pour une seule chose, pour dire tout le mal qu'ils pensent de cette classe politique qui, depuis 10 ans, tout parti confondu, n'est tout simplement absolument pas à la hauteur, tout simplement. Vous restez avec nous, Maureen. On vous retrouve tout à l'heure. On regardera votre reportage puisque vous êtes allé tourner à Sidi Bouzid pour voir justement ce que sont devenus ces vendeurs ambulants. Est-ce qu'ils existent encore? Nadia Chaban, peut-être d'abord, on va revenir bien entendu, jour de tristesse, mais tout de même, j'aimerais avoir votre sentiment sur les acquis tout de même de cette révolution tunisienne. Quels sont-ils ? Alors, effectivement, les gens sont un peu désespérés parce qu'ils attendent des réponses économiques qui ne viennent toujours pas. Par contre, il y a des acquis indéniables. Et il y a quelque chose d'irréversible aussi. Et on est, moi, je préfère rappeler qu'on est quand même dans ce processus révolutionnaire. On n'est pas dans le poste encore. Ouais, c'est une transition et c'est long. C'est une transition qui prend plus de temps que ce qui est prévu et en même temps pas tant que ça, puisque en Espagne, on a parlé 40 ans plus tard de post-révolution. Donc, il ne faut pas non plus penser que les choses... Mais il y a beaucoup de résistance quant au changement du modèle économique pour lequel les gens se sont battus, se sont soulevés. C'est-à-dire, les raisons... on pensait qu'une fois que la Constitution allait être bouclée, on allait aborder la question du modèle de développement. Et là, on s'est retrouvé dans une situation coincée avec au pouvoir les mêmes qui ne veulent surtout pas qu'il y ait du changement à ce niveau-là. Et en même temps, avec une classe économique qui est une classe de rentiers qui alimente le politique qui a des privilèges et qui fait tout pour garder ses privilèges et qui ne veut surtout pas lâcher. Slimane, loin de moi l'idée de vouloir défendre cette classe politique que décrit Nadia Chaban, mais tout de même on a le sentiment que nous-mêmes, journalistes, les médias, les observateurs et de nombreux Tunisiens pensent que qui dit régime démocratique dit prospérité économique. Vous dites que ce n'est pas du tout le cas, expliquez-nous. Oui, surtout dans les pays arabes où le mot révolution d'ailleurs n'a pas la même résonance en arabe qu'en français, où on a une conception un peu magique de la démocratie, où on pense que si on instaure la démocratie, automatiquement, la prospérité et la richesse vont venir. On a un travail, on a un logement, automatiquement. La démocratie est une condition sine qua non de la prospérité, car elle libère les initiatives des citoyens et elle instaure un climat de confiance dans l'avenir et dans les institutions. Mais ce n'est qu'un régime politique. Donc on peut avoir un régime parfaitement démocratique et une société économiquement paralysée. S'il n'y a pas des investissements, s'il n'y a pas une machine, une élite qui se forme. Et comme le disait notre invité, effectivement, ça prend beaucoup de temps, mais les gens qui ont participé à la révolte peuvent se sentir impatients, peuvent se sentir frustrés, voire même parfois regretter le bon vieux temps de Ben Ali. Oui, ils ont raison de toutes les manières, parce qu'il y a quand même des empêchements objectifs à ce que les choses bougent sur le plan économique. On a eu au pouvoir successivement une alliance entre des islamistes et des gens de droite qui voulaient maintenir à tout prix le même modèle économique et qui ne veut surtout pas rendre. Système libéral, entretenant la corruption, financement sale des partis, financement des campagnes électorales, tout ça dans une espèce d'un système de corruption et de nébuleuse complètement... qui va à l'encontre des intérêts objectifs de la population qui a
été exclu et qui est marginalisé et qui aujourd'hui, il y a une paupérisation accélérée au même temps de la classe moyenne. Alors Hasni Abidi, je me tourne vers vous parce qu'il y a quand même un mot qu'on n'a pas encore prononcé depuis le début de cette page spéciale. Ce sont les obstacles qui ont été dressés sur la route de la Tunisie. Je veux parler, on l'évoquera tout à l'heure en élargissant aux autres pays, mais le renversement de Mouammar Kadhafi en Libye, la question sécuritaire et le terrorisme tout de même qui a plombé le tourisme qui est le principal secteur de l'économie tunisienne. Oui, alors on a eu un bilan finalement contrasté parce qu'on a sous-estimé l'immense tâche des difficultés économiques et sociales, et toute transition, si elle est heurtée, si elle est handicapée par le traitement des difficultés économiques et sociales, c'est difficile de convaincre la population d'épouser, de continuer dans la voie de transition démocratique. On a eu un personnel politique qui a réussi à manœuvrer tout de même une bonne constitution et un roulement d'une pluralité des élections, mais malheureusement sur le plan économique et social, c'est un échec total. C'est un échec total qui n'est pas seulement dû d'ailleurs à ce personnel politique qui a fait trop de politique et beaucoup de politique au détriment de l'économique et social, mais parce qu'on a sous-estimé aussi l'État profond, les forces contre-révolutionnaires à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Malheureusement, la Tunisie, dans un environnement qui n'est pas tout à fait enthousiaste à l'idée de cette démocratie. Et c'est pourquoi le manque d'investissement, vous l'avez dit, extérieur, mais aussi parce que la Tunisie dépend énormément de ses voisins, mais aussi de ses échanges avec l'étranger. Il n'y avait pas un accompagnement de cette transition, de ce transfert en quelque sorte, de ce changement de sortie de régime autoritaire à un régime ouvert. Et c'est ça qui a fait un petit peu, à mon avis, que les choses se détériorent et que les Tunisiens, parfois même, deviennent nostalgiques à l'ère de Ben Ali. Restez avec nous, Hasni Abidi. Le temps file, on va prendre la direction sans plus attendre de Sidi Bouzid, puisque Maureen, qui est à Tunis, notre correspondante, eh bien Maureen, vous êtes rendue justement dans cette ville pour voir où on en était. Reportage. C'est un hommage que plus personne ne regarde. La charrette, celle des marchands ambulants à l'origine de la Révolution, il y a 10 ans. Celle de Mohamed Bouazizi, le martyr, dont le visage s'affiche encore dans les rues de Sidi Bouzid, mais dont les plus jeunes n'ont aucun souvenir. Saif avait 4 ans à l'époque. Il mène la même vie que Mohamed Bouazizi, avec lui aussi la peur de la police. La police vient et elle nous confisque notre marchandise. Elle nous oblige à aller sur cette place qu'ils ont aménagée plus loin. Parce que je suis petit, j'arrive à amadouer les policiers en pleurant. C'est comme ça que moi, ils me laissent tranquille. Cette place aménagée, c'est là que la municipalité veut voir les vendeurs ambulants désormais. Ce qu'ils ont gagné depuis la Révolution, ils paient des impôts dorénavant. Tous ont participé à la Révolution, mais 10 ans plus tard, quelques rares seulement acceptent de parler parce que trop de désillusions accumulées. C'est trop dur de parler de ça. Trop dur. Des larmes de tristesse à la colère. Oui, il faut faire une nouvelle révolution à cause de toutes ces promesses non tenues. Je suis comme Mohamed, une victime du système. À Sidi Bouzid, toujours pas d'hôpital digne de ce nom, l'autoroute promise en 2011, inexistante. Aujourd'hui, le maire a rendez-vous avec des membres de la société civile. On fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. On nous a promis une faculté de médecine en 2012. Rien n'a été fait. Même le musée de la Révolution est resté en plan. En face, le café que les habitants ont rebaptisé « Café de la pauvreté », celui des diplômés chômeurs, dont Shaker, 28 ans, cela fait 5 ans qu'il ne trouve pas de travail. Une histoire ici banale. Je me sens moralement épuisé. J'ai envoyé mon CV partout, j'ai rédigé 1000 lettres de motivation, j'ai passé des entretiens, j'ai cherché partout, mais rien. Cette jeunesse, Khaled Aouinia n'en peut plus de la voir toujours à quai. Figure de la gauche tunisienne, ce gâchis, c'est l'échec, selon lui, de toute la classe politique, gauche comprise. Les jeunes soit consomment de la drogue pour oublier leur situation, soit ils se tournent vers le terrorisme. D'autres risquent leur vie en traversant la Méditerranée clandestinement vers l'Europe. Et puis il y a ceux qui essaient encore de faire bouger les choses en manifestant, en se révoltant. Vous êtes très déçus, hein? À Sidi Bouzid, on pleure les rêves perdus, les rêves d'une révolution qu'on imaginait belle et qui n'en finit plus de décevoir. Ouais, reportage
impressionnant. Maureen, la fracture économique, territoriale, on le voit, est toujours là. Hein. Oui, absolument. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'à Sidi Bouzid, on trouve peut-être les gens les plus déçus de cette révolution. Mais il n'y en a pas un qui est nostalgique. Pas un m'a dit « je regrette Ben Ali ». Ou si on me le dit, c'est vraiment une formule parce qu'on regrette les conditions économiques d'antan, mais en aucun cas on ne regrette la dictature. Et puis surtout, toutes ces personnes me l'ont dit, la liberté d'expression, c'est vraiment, ok, le seul acquis, mais c'est un acquis absolument inouï. Et ça, c'est peut-être la base pour essayer de bâtir une démocratie. Ils sont vraiment écœurés par leur classe politique. C'est aussi pour ça qu'ils ne trouvent plus pour qui voter et que la plupart des gens se mettent à ne plus voter tout simplement. Mais pas parce qu'ils n'y croient plus. Au contraire, ils sont déçus. Ça, ils le sont depuis bien longtemps. Ça a mis quelques mois seulement après la Révolution pour que ces gens-là soient déçus. Ils sont lucides. J'ai rencontré notamment le cousin de Mohamed Bouazizi qui me disait « J'ai 35 ans, je suis un enfant de la Révolution, mais je le sais, c'est pas notre génération qui va pouvoir bénéficier de la Révolution, mais peut-être la génération, enfin, ce sera mes petits-enfants. Ils ont cette lucidité-là, ils ont des expectatives. » Merci Maureen, restez avec nous pour cette page spéciale. Nadia Chaban, comment sortir de cette situation? Sortons du constat. Vous, que proposez-vous économiquement pour justement donner un nouvel espoir à tous ces jeunes notamment? Moi, aujourd'hui, il faut vraiment mettre à plat tout ce système et rompre avec cette économie rentière. On ne peut pas continuer à entretenir une minorité avec des autorisations. Ils détiennent tous les marchés quasiment. Mais rentière, il n'y a pas de pétrole, des marchés économiques. Je vous donne un exemple. Ouais. En France, il y a 27 banques. En Tunisie, pour 11 millions, il y a 26 banques. Ouais. Et dans ces 26 banques, vous allez retrouver les mêmes entreprises et les mêmes actionnaires. Et c'est un système qui s'entretient. Et c'est les mêmes qui vont investir dans certains secteurs où ils sont alimentés, où ils orientent le politique et toute la stratégie de l'État aujourd'hui et tout le paquet est mis dans l'intérêt de cette minorité-là qui, elle, continue à se remplir les poches au détriment du reste de la population et qui n'a surtout pas envie qu'on touche à ses privilèges. Donc on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement grave, c'est celle qui contribue le moins à l'impôt. C'est celle qui contribue... Donc aujourd'hui, si on ne met pas à plat cette question-là et on ne réoriente pas, et on ne réorganise pas tout ce système... Est-ce que vous faites confiance au président actuel, Kais Saied, et au Premier ministre, Hichem Mechichi? Moi, je ne sais pas si je fais confiance parce que Kais Saied, j'arrive pas à le saisir. On a un président qui est complètement insaisissable dans le sens où il a alimenté une partie des divisions actuelles autour de la question régionale du Nord contre le Sud et du littoral. Et aujourd'hui, il s'aperçoit que c'est dangereux, donc il remet. Et en plus, il n'a aucun appui politique au niveau de l'Assemblée. Donc aujourd'hui, moi, je pense que c'est toutes les composantes de la société civile, toutes les partis politiques, tous les gens qui ont le souci de faire avancer l'UGTT, l'UTICA, tout le monde doit se mettre autour d'une table pour mettre fin réellement à ces errements et à ces égarements et de travailler sur des priorités. Aujourd'hui, on se doit de fixer des priorités qui est une justice fiscale qui doit être donc passe par une réforme fiscale, qui doit être aussi une mise à plat du système de la justice et de la corruption, parce qu'elle est entretenue aussi par une justice qui n'a pas été nettoyée, si je puis dire. Et troisième point. Et le troisième point, c'est aussi toucher les intérêts et ne pas avoir peur. Aujourd'hui, si Mchichi veut vraiment faire du travail et avancer, c'est aussi frapper les intérêts de cette minorité qui est en train de prendre tout le pays en otage et qui refuse qu'il y ait une redistribution. Ouais. La Tunisie, en tous les cas, malgré tout, qui dans le monde arabe a souvent été loué comme un modèle, un laboratoire démocratique. Hasni Abidi, après Ben Ali, il y a Hosni Moubarak qui est tombé en Égypte. Muammar Kadhafi a été renversé par une intervention militaire étrangère, sans parler de la guerre civile en Syrie, de la guerre civile au Yémen notamment. On a presque envie de vous dire, à part la Tunisie, c'est la catastrophe. Vous êtes un peu pessimiste, mais c'est vrai que l'expérience tunisienne, c'est la seule qui est rescapée de ce qu'on appelle le printemps arabe, mais quand même, elle a donné un coup d'envoi à une volonté de changement. La deuxième vague, ce qu'on appelle la deuxième vague, c'est-à-dire l'Algérie, l'Irak, le Soudan, le Liban, montre en effet que la flamme du printemps arabe ne s'est pas éteinte et que les conditions économiques et sociales qui ont fait sortir les Tunisiens sont toujours là. Le printemps arabe a abouti à une volonté d'affranchissement de la société, de la population, de cette chape
chape de plomb de cette tutelle autoritaire et corrompue, mais elle n'assure pas une démocratisation, elle n'assure pas l'amélioration du bien-être. Et dernier point, c'est bien entendu l'accompagnement. Aucune transition, aucun changement sans accompagnement économique et social de la part des démocraties occidentales, sans qu'une classe politique aussi, une classe technicienne inclusive, c'est très difficile. C'est pourquoi la Tunisie, qui est un laboratoire, elle traverse aujourd'hui la phase la plus critique, la plus vulnérable de son histoire. Merci beaucoup Hasni Abidi, Slimane, merci. Et merci à vous Nadia Chaban. Maureen Mercier à Tunis également. Merci à vous pour votre reportage et donc de couvrir l'actualité en Tunisie depuis des années avec TV5 Monde.